retrouver ce soir aux toiles de fond. Mardi dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de représentation de résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. Dans ses rapports, il ressort que le climat des affaires est en processus de changement. Tout agent public de l'État, politique comme administratif et à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Une interpellation ferme au regard des résultats peu satisfaisants rendus publics. Cet ultime appel à agir du président de la République est venu couronner les recommandations formulées à l'issue de cette première enquête du baromètre national du climat des affaires. La République démocratique du Congo reste un pays où les entreprises peuvent se développer, nonobstant la perception manifestée de l'état actuel de l'environnement des affaires. Et d'autre part, qu'une amélioration conséquente du climat des affaires ne serait que de nature à stimuler davantage leur rendement et par conséquent leur croissance. Des réformes importantes s'avèrent donc essentielles. Réalisée par le cabinet Deloitte sur commande de la cellule présidentielle du climat des affaires, l'enquête menée auprès de 413 entreprises avec la contribution des structures patronales a révélé plusieurs faiblesses et un environnement des affaires pas très assaini à échelle de 37 sur 100. Tenant compte de l'environnement des affaires, de la conjoncture actuelle et des sujets d'actualité, cette enquête qui a traversé 4 provinces, notamment Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga et le Laba, présente un gros défi au gouvernement. Le Premier ministre en est conscient. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la mission sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes dans les 26 provinces diligentées par l'ANAPI, on est arrivé aux mêmes conclusions. Je sais que le score qui nous est présenté ici implique encore plus de responsabilisation des membres du gouvernement et un engagement plus fort de la part des pouvoirs publics. C'est ce que nous nous employons continuellement à faire. Dans un panel fourni, 2 membres du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, quelques chefs d'entreprise privées et le représentant de la Fédération des entreprises du Congo ont engagé un débat qui a posé les bases d'une collaboration plus que franche avec des idées aussi claires. Rationaliser le système fiscal et parafiscal, intensifier la lutte contre la corruption, investir dans les infrastructures routières et l'électricité, améliorer le système judiciaire et renforcer les capacités des agents publics. La tâche n'est pas impossible à accomplir, a rassuré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Sur le plan sécuritaire, la question de transition pour le retrait progressif de la MONUSCO du sol congolais était au cœur d'une séance de travail présidée par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama-Lukonde, à la primature avec la délégation de la MONUSCO conduite par le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. C'était au cours d'une séance de travail réunissant le gouvernement congolais et les Nations Unies le mardi 6 juin dernier à Kinshasa pour discuter sur les questions sécuritaires et la transition pour le retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Cette réunion était présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, à laquelle on prépare la délégation de la MONUSCO conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONUSCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État là où il est nécessaire se fasse, et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées qui, dans
un certain nombre de régions, notamment la région dont je viens, où j'ai fait une courte visite, dépendent encore du travail de nos collègues de la MONUSCO. Pour lui, cette transition devait se faire dans les meilleures conditions en permettant l'État congolais d'asseoir notamment son autorité dans cette zone. D'autres sujets ont par ailleurs été abordés, notamment sur le processus régional, processus de Nairobi et le processus de Luanda. Revenant sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, sachez que 3 déplacés de guerre ont été tués le mardi 6 juin dernier dans le territoire de Djougou en provenance de la province de l'Ituri par les miliciens de Codeco alors qu'ils étaient à la recherche de vivres. Il s'agit de la population vivant au site de Boulé dans le territoire de Djougou qui revenait au village en recherche de vivres où ils ont croisé le milicien Codeco sur leur chemin le mardi 6 juin dernier. 3 civils sont tués et d'autres portés disparus. C'est le bilan donné par la société civile de la chefferie de Baé-Manor, qui déplore le non-respect du protocole d'accord signé par les responsables des miliciens Codeco et recommande que des opérations militaires soient menées dans cette partie pour traquer et neutraliser les auteurs de ces atrocités. Par ailleurs, dans une déclaration faite par le lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri, lors de la cérémonie de remise des protocoles d'accord co-signés à Aru entre les groupes armés pour le retour de la paix dans cette province. Les auteurs des différents crimes ne resteront pas impunis, chacun répondra à sa responsabilité commise en Ituri. Et par la même occasion, les jeunes porteurs d'armes ont été encouragés à dénoncer les personnes qui les incitent à semer la terreur dans cette province. Notons que dans les prochains jours, la Cour pénale internationale procédera à l'ouverture des enquêtes sur les crimes et violations des droits humains dans la province de l'Ituri, tel qu'annoncé par Karim Khan, procureur de la CPI, lors de sa visite dans ce coin de la République démocratique du Congo. La Cour militaire a tenu une audience le vendredi 2 juin dernier à la prison militaire de Ndolo sur le procès du député national Edouard Mwanga-Chouchou, poursuivi en flagrance délit de trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et de munitions, association de malfaiteurs et participation à un groupe insurrectionnel. Suivez ces commentaires de Corinne Cadeau. Interrogé au sujet des larmes de guerre dont il est accusé de la détention illégale, le prévenu Edouard Mwanga-Chouchou a surpris les juges par une déclaration faite lors de son argumentaire au procès du vendredi 2 juin dernier. En effet, le député national élu du Sud Kivu a été en audience la semaine dernière sur son procès à la haute cour militaire tenue à la prison militaire de Ndolo. Rappelons que ces derniers seraient accusés de plusieurs délits, notamment la trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions, dont ils devraient répondre à la Cour lors de ces derniers procès. Cependant, interrogé sur la détention illégale d'armes, dont il était question de répondre à ces procès, les réponses de cet élu de Massissi, qui lui ont été posées depuis quelques audiences, laissent à croire qu'il s'agit d'un théâtre déroulé devant le juge, car ces derniers fait semblant de tout oublier, comme s'il serait atteint de l'amnésie. Signalons que Edouard Mwanga-Chouchou a donné un argument comme quoi cette arme de guerre dont il détient serait volée. Il accuse par la même occasion son ancien chauffeur et garde du corps, au nom de Frank Biamungu, de lui avoir volé son arme. Par ailleurs, le premier président de la haute cour militaire a réagi en lui posant une question s'il était possible d'avoir une enquête pour la perte de cette arme de guerre. Question à laquelle l'accusé a répondu affirmative. Par contre, le ministère public soutient que la détention d'armes par le prévenu sans ordonnance spéciale du président de la République serait une infraction. Revenons sur le conflit soudanais. La RDC subit de pertes. 10 civils congolais ont été tués par bombardement à Khartoum. Le gouvernement a exigé des explications à l'ambassadeur du Soudan en RDC. Nous avons demandé aux chargés d'affaires que des explications nous soient données
et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais, parce que vous avez suivi, ce sont les troupes régulières qui ont bombardé les campus universitaires, pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos traditions aux côtés de leurs membres des familles. Et le gouvernement s'emploie à cela. Par ailleurs, il faut préciser également, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio. Nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les Congolais habitant le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions. Vous avez vu que, par exemple, que les journalistes sont arrivés ici. Qu'est-ce que je dis? Les joueurs qui étaient avec Florent Ibenge, et je crois que la semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots. Au total, 390 cas de choléra ont été enregistrés en une semaine dans la province du Sud Kivu. La ville de Bukavu est la plus touchée par cette épidémie avec 297 cas, dont 166 cas dans la commune de Kadutu. Sur ce, il est demandé à toute personne présentant des diarrhées et de vomissements à se rendre plus rapidement que possible dans un centre de santé le plus proche. La province du Sud Kivu enregistre plusieurs cas de l'épidémie de choléra en une semaine. Le bilan fait état de 390 cas, dont 279 notifiés dans la ville de Bukavu. Le personnel de santé de ce coin du pays demande à la population de ne pas attendre à la maison s'il y a quelqu'un qui présente la diarrhée et les vomissements. Une fois au centre, les services de triage confirmera le choléra et orientera le malade. Au cas positif, la prise en charge est automatique et gratuite. Précisons que la consommation de l'eau souillée, les manques d'eau potable et les non-respects des normes hygiéniques sont à la base de cette maladie au Sud Kivu. Les personnes contractent le choléra en buvant de l'eau ou en mangeant des aliments infectés par la bactérie. La maladie dure habituellement 3 à 6 jours, mais s'il n'est pas traité, il peut mener à un état de choc dû à la déshydratation, à une insuffisance rénale, au coma et à la mort. Il s'y est de signaler qu'au moins 4 décès dus au choléra sont déjà enregistrés dans la ville de Bukavu. Parlons société, à présent, de troubles ont été signalés ce mercredi 7 juin à l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa. Selon les informations reçues de certaines sources sur place, cette situation est due aux revendications des étudiants pour la baisse de frais académiques ainsi que ceux d'enrôlement. Au niveau international, la situation sécuritaire devient de plus en plus sombre au Soudan. L'Arabie saoudite et les États-Unis d'Amérique cherchent à poursuivre les discussions entre le belligérant au Soudan en vue d'un nouveau cessez-le-feu effectif selon les affirmations de Raid depuis quelques jours. Suivez. Tony Blinken arrive à Jeddah avec une lourde tâche, réchauffer des relations actuellement tendues avec l'Arabie saoudite. Les sujets qui fâchent sont nombreux. Dans un contexte de rapprochement historique entre Riyad et Téhéran, une nouvelle donne pour la région qui inquiète Washington. Lors d'une première entrevue ce mardi soir, le chef de la diplomatie américaine et Mohamed Ben Salman ont abordé la délicate question des droits de l'homme dans le royaume. Une conversation ouverte et sincère selon un responsable américain. Autre dossier évoqué, la guerre civile au Soudan, où Saoudiens et Américains n'arrivent pas à imposer une trêve durable. Les États-Unis se sont dit prêts à reprendre les discussions à Jeddah avec les émissaires des deux camps. Cette visite d'Anthony Blinken lui permet aussi de plaider pour un rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Enfin, le prix du pétrole fait aussi partie des sujets sensibles. Les autorités saoudiennes comptent à nouveau réduire leur production dès juillet. 1 million de barils par jour en moins pour faire grimper le cours du brut.
avec des répercussions probables sur le prix à la pompe. En sport, on parle de la désignation de nouveaux représentants de la RDC à la CAF pour la saison prochaine et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au centre des échanges entre le ministre de Sport et les comités de normalisation de la FECOFA le mardi 6 juin dernier dans son cabinet de travail. Reçu par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, le comité de la normalisation de la FECOFA, conduit à sa tête par son président Dieudonné Sambi, venu échanger sur le bon fonctionnement et la gestion du football en République démocratique du Congo, qui est leur mission principale. Au menu de la discussion, la désignation des représentants de la RDC aux interclubs de la CAF la saison prochaine et la venue du nouveau format du championnat national dont les sportifs congolais sont appelés à la patience. Sur ce point-là, nous ne sommes pas allés par 4 chemins. Il faut quand même qu'il y ait des réformes. Et nous nous sommes entendus qu'une commission sera mise en place de sorte que l'on définisse le nouveau format du championnat, un format réaliste qui permette à ce que tout le monde joue et que la compétition arrive jusqu'à son terme pour éviter ce qu'on a vécu ces 2 dernières saisons. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes, comme Conor, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. La question liée sur les classements rendus publics récemment, le secrétaire général du comité de la normalisation donne l'éclairage. Le Conor était étonné de l'apprendre puisqu'elle n'a jamais décidé de la qualification d'un club ou de la non-qualification d'un autre club pour les compétitions interclubs d'Afrique. Donc, ce communiqué-là est relatif à 2 échéances importantes dans l'agenda du Conor. C'est l'Assemblée générale de juillet 2023 et l'Assemblée générale de novembre 2023. Il fallait coûte que coûte qu'on détermine les 12 clubs qui vont venir prendre part à ces assemblées. Et c'est la chose qui est faite. Quant au reste, le moment venu, l'opinion sera fixée. La rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire a été évoquée au cours de ces échanges entre les Conors de la FECOFA et le ministère des Sports. Rappelons que les Léopards affronteront les Panthères du Gabon le 18 juin prochain à Franceville avant de recevoir la sélection soudanaise quelques jours après pour le compte de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Dans un autre registre, le toilettage de l'effectif de joueurs de l'association sportive Vita Club de Kinshasa, c'est sur l'ordre de la coordination de Bestine Kazadi, dont 17 joueurs au total ont été limogés. Jusque-là, les raisons ne sont pas encore connues. Les autres, par contre, pensent que les contrats sont arrivés à terme et n'ont pas été renouvelés. Les détails de Patrick John Mukengeshaï. Enfin, le valeur nutritive. Que savez-vous de la mangue? Le composé phytochimique de la mangue ont également été étudiés pour leur effet gastroprotecteur, offrant à la fois de propriétés anti-inflammatoires au système digestif et peuvent même aider à réduire l'inflammation dans les conditions comme la colite ulcéreuse. Ritmoa nous en dit plus. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate.
La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est ici que nous bouclons cette grande édition du journal sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.